tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Une première chose, c'est que cette réunion, du moins du point de vue de la présence de notre camarade, se terminera à 15h30 parce qu'elle a un train à prendre. Pour ceux qui ne connaissent pas le site, le lieu, peut-être qu'il y en a, je remercie l'association Réseau. C'est sa salle et elle nous a bien volontiers prêté la salle pour cet après-midi. Donc vous le savez tous, c'est une présentation du premier livre édité par la Boétie, donc extrême droite, la résistible ascension, une question qu'on se pose tous en tant que militants, en tant que simplement hommes et femmes intéressés pour avoir une société égalitaire et non pas discriminatoire. Donc je laisserai notre camarade présenter, puisque c'est une personne qui a participé à l'édition et à la rédaction du livre. Donc voilà. Après, vous aurez le droit de poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Donc je laisse la parole à notre camarade. Merci beaucoup. Alors, pardon. Est-ce que si je parle comme ça, vous m'entendez? C'est bon? Là, ça va? Super. Alors, merci beaucoup de votre invitation. Merci de votre accueil. C'est la deuxième fois seulement de ma vie que je viens à Bourg-en-Bresse. Donc, du coup, ça sera rapide, mais c'est dommage. Mais voilà, je suis quand même contente de revenir dans cette ville. Alors, pour me présenter, je m'appelle Marlène Banquet, je suis sociologue, je travaille au CNRS et je co-anime avec Adrien Clouet, qui lui est député, le département de sociologie de l'Institut de la Boétie. Et pour vous dire un petit mot de l'Institut de la Boétie, je ne sais pas si vous connaissez tous l'Institut de la Boétie, c'est connu, mais pas non plus incroyablement. Donc c'est une sorte de laboratoire d'idées qui est proche des insoumis, mais qui n'est pas complètement insoumis au sens strict. Par exemple, tous les départements sont co-animés par un universitaire ou l'universitaire. Donc par exemple, pour le département de sociologie, c'est moi, et par un député qui est souvent insoumis, mais les universitaires ne sont pas membres de la France insoumise. Voilà. Donc c'est proche, mais ce n'est pas insoumis au sens strict. L'idée de l'Institut La Boétie, c'est d'abord d'être un lieu de formation. Donc chaque année, il y a une promotion de militants qui suivent un cycle de formation qui est d'ailleurs assez lourd pour eux, je trouve, qui bloque plusieurs week-ends dans l'année au cours desquels ils assistent à un certain nombre de cours, ils participent à un certain nombre de cours qui sont donnés par un petit bout par des députés et un bout plus important par des universitaires qui donnent de leur temps pour intervenir sur les sujets dont ils sont un peu spécialistes et pour participer du coup à former des nouvelles générations de militants tout simplement. Et là, donc ça, c'est un volet de ce que fait la Boétie. L'autre volet de ce que fait la Boétie, c'est d'essayer de réunir des universitaires, des chercheurs, autour d'événements et de thématiques, comme par exemple là, le week-end prochain, on fait un gros colloque sur le syndicalisme, donc où on fait venir à la fois des chercheurs sur le syndicalisme, des historiens du fait syndical, mais aussi des syndicalistes eux-mêmes, pour discuter, essayer de faire le point, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux comprendre le fait syndical, comment est-ce qu'on peut peut-être donner des pistes à des militants qui souhaiteraient réfléchir à la question de l'articulation entre les organisations syndicales et les organisations politiques. On a aussi organisé un gros colloque sur l'extrême droite, on a organisé des journées de l'économie, dont le thème était « Que faire des entreprises ?» et donc on réfléchissait sur la question des entreprises et de la croissance. Voilà. Donc tout ça, si jamais ça vous intéresse, c'est sur le site internet de l'Institut La Boétie, où il y a une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Et ne vous inquiétez pas, tout n'a pas lieu à Paris. Donc déjà, il y a des trucs qui ont lieu en province, mais surtout, quasi tout est retransmis sur la chaîne YouTube de l'Institut La Boétie. Donc si vous suivez la newsletter et qu'il y a des choses qui vous intéressent et que vous n'avez pas forcément envie d'aller à Paris pour passer 2 jours à écouter Que faire des entreprises, ce que je veux comprendre, eh bien vous pouvez regarder les vidéos qui vous intéressent chez vous. Voilà. Donc maintenant le livre, donc ça c'est l'Institut La Boétie. Et en plus, depuis ce livre, donc l'Institut La Boétie participe à éditer, à publier des livres qui font le point sur une question. Donc là c'était sur l'extrême droite.
Donc ce sont des livres qui sont édités aux éditions Amsterdam, mais qui sont conçus, si je puis dire, par l'Institut La Boétie, et qui ont vocation un petit peu à donner l'état des connaissances qu'on a sur un sujet à un moment donné. Et à permettre du coup, donc les chapitres sont courts, normalement on essaye de faire un peu le tour de la question, même si évidemment c'est très compliqué de dire qu'on fait le tour d'une question, mais l'idée c'est d'avoir des chapitres courts écrits par plusieurs chercheurs différents qui chacun prennent un angle différent, de sorte que normalement, si vous achetez le livre, vous n'êtes pas obligé de lire déjà tous les chapitres, vous pouvez en lire seulement ceux qui vous intéressent, et surtout, mais si vous les lisez tous, vous avez normalement une vue un peu globale de l'objet qui est traité. Donc là, le premier livre édité par la Boétie, c'est donc sur l'extrême droite. Extrême droite, la résistible ascension, c'est tout, la résistible ascension. Et le prochain sera, je pense qu'on peut le dire déjà, sur les classes populaires. Et puis, il y en a d'autres auxquels on réfléchit. Voilà, donc, moi, je vais vous présenter non pas tout le livre, malheureusement. Malheureusement, ce serait vraiment beaucoup trop long. Donc, je vais vous présenter rapidement des petites choses, mais je vais surtout vous présenter le chapitre que moi, j'ai écrit, qui n'est pas le plus décisif pour la lutte, donc malheureusement pour vous, mais qui traite un petit peu davantage des questions du rapprochement des patrons et de l'extrême droite. Je vais quand même vous présenter le livre un petit peu plus globalement, et puis je vais surtout vous parler de ça, et j'essaierai d'esquisser à la fin quelques toutes petites pistes de résistance possibles, mais voilà, j'interviens du coup en tant que chercheuse, donc c'est pas complètement mon job, c'est plutôt le tien du coup. Que de... voilà, c'est plutôt du coup un travail militant et politique que de dire comment est-ce qu'on fait ensuite concrètement pour, dans les différents territoires, dans les différentes villes, dans les différents espaces, pour inventer des stratégies, inventer, construire, élaborer, etc., des stratégies de résistance face à la montée de l'extrême droite. Mais là, du coup, je laisserai cette partie à mon voisin. Donc, allons-y. Alors, ça ne vous a donc pas échappé qu'un bloc d'extrême droite monte en France depuis une dizaine d'années, et pas seulement en France, mais aussi dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le Rassemblement national juste à travers le prisme franco-français, mais se rendre compte que l'extrême droite monte en France parce qu'elle monte partout dans le monde. Elle est montée en Pologne, elle est montée en Hongrie, elle est montée au Brésil quand Bolsonaro a été élu, elle a même gagné les élections au Brésil avec Bolsonaro, avec Trump en 2016, puis cette année à nouveau une deuxième fois encore avec Donald Trump, avec Giorgia Meloni en Italie, et puis plus récemment, le petit dernier, si on met Trump de côté puisqu'il avait déjà fait un mandat, c'est Javier Milei en Argentine. Donc on voit bien qu'il y a une montée de ce bloc d'extrême droite chez nous, mais pas seulement chez nous, en Europe et plus généralement dans les sociétés qu'on va appeler les sociétés dites du Nord, où globalement l'extrême droite a tendance à monter. Alors dans le livre, on a fait le choix de parler de blocs d'extrême droite. Pourquoi on a fait le choix de parler de blocs? Pour pas juste réduire la question de la montée d'extrême droite à la question des organisations politiques d'extrême droite. Quand on dit que l'extrême droite monte, progresse dans la société, c'est certes que les organisations politiques d'extrême droite font des meilleurs scores aux élections, mais c'est aussi que leurs idées se diffusent, qu'il y a de plus en plus de médias qui reprennent leurs idées, qu'il y a de plus en plus de personnalités politiques qui reprennent leurs idées, que ça infuse de plus en plus dans la société. Et ça, c'est pas nécessairement ça se traduit pas que par des victoires électorales, ça se traduit par des discours ambiants, une atmosphère générale et ce qu'on peut appeler des narratifs, c'est-à-dire des grilles de lecture, des idées qui sont d'extrême droite et qui se diffusent de plus en plus. Alors, les commentateurs, la plupart du temps, beaucoup de médias, quand ils doivent commenter une nouvelle victoire quelque part dans le monde de l'extrême droite, une nouvelle victoire électorale de l'extrême droite, ils ont tendance à dire que la cause principale de la montée de l'extrême droite et de ces victoires électorales, c'est le mécontentement des classes populaires contre les élites. Et donc on analyse beaucoup la montée de l'extrême droite comme le fait que les classes populaires et moyennes seraient en quelque sorte dégoûtées de la mondialisation, dégoûtées de formes de globalisation dont ils ont l'impression d'avoir été les grands perdants, face à des élites qui, elles, auraient bénéficié de cette mondialisation, bénéficié du néolibéralisme, et du coup, par mécontentement, ils mettraient le fameux coup de pied dans la fourmilière, et donc ils voteraient pour les extrêmes, et notamment aussi pour l'extrême droite.
Par exemple, Michel Onfray, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Quand Donald Trump a été élu là à la dernière élection, il a dit que c'était la victoire des Gilets jaunes américains. Bon, déjà, il n'y a pas de Gilets jaunes aux États-Unis. Et en plus, voilà, c'est un peu l'idée que Trump, s'il est élu, c'est parce que les petites gens ont voté pour lui. De la même manière, Sonia Mabrouk, je ne sais pas non plus si vous voyez qui c'est, une journaliste pas complètement de gauche, a elle-même commenté la victoire de Donald Trump en disant que c'était la victoire des caddies de Walmart. Donc Walmart, c'est, vous voyez, c'est la chaîne de supermarchés un peu à bas prix, excuse-moi. Non, mais pardon. la chaîne de supermarchés pas très chère, du coup. Et ça rejoint un peu des analyses par exemple, d'un chercheur, Thomas Guénolé, qui analysait déjà en 2016 la victoire du Brexit lors du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, et qui analysait aussi la première victoire de Donald Trump comme une forme d'insurrection électorale et comme l'expression du ressentiment des classes populaires contre, encore une fois, je l'ai dit, des élites urbaines, diplômées, contre lesquelles se dresseraient des classes populaires moins urbaines, moins diplômées et mécontentes. Bill Clinton, d'ailleurs, lui-même, quand Donald Trump a été élu, la première fois, a dit que c'était le résultat de la mobilisation des hommes blancs en colère. Donc c'est un peu toujours cette même idée que certains hommes politiques reprennent et que les commentateurs reprennent. Dans le livre, il y a 2 chapitres intéressants sur cette question, ils le sont tous sinon, le chapitre de Félicien Faury et le chapitre de Yann Lelanne, qui justement sont des travaux de sciences sociales qui analysent la sociologie électorale du vote extrême droite. Et je vous dis du coup rapidement leurs résultats. Ils nuancent énormément cette vision que je viens de donner là, de classe populaire fâchée qui mettrait un coup de pied dans la fourmilière en votant extrême droite. D'abord en montrant qu'il est vrai que Marine Le Pen et le Rassemblement national est le premier parti chez les ouvriers et chez les employés, 39% chez les ouvriers, 30% chez les employés. Mais la croissance du vote de Marine Le Pen entre 2017 et 2022, elle s'est plutôt faite avec la mobilisation des salariés qualifiés et même d'une part des cadres. Donc il n'y a pas que déjà des classes moyennes et populaires qui votent pour Marine Le Pen, il y a aussi des cadres qui de plus en plus votent pour Marine Le Pen. Mais ce n'est pas le point le plus important. Le point le plus important, c'est que ce n'est pas toutes les classes populaires et moyennes, je vais dire populaires au sens large de populaire, parce que bon, d'abord c'est très discutable l'existence d'une classe moyenne, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et que je suis plus à l'aise à dire classe populaire tout court. Mais du coup, c'est une définition un peu large de classe populaire. Donc, ce n'est pas toutes les classes populaires, en fait, qui votent de manière indifférenciée parce qu'elles seraient mécontentes pour l'extrême droite. C'est globalement 2 parties de ces classes populaires. Les classes populaires qui ont à la fois le plus faible niveau de diplôme, mais à la fois les classes populaires qui sont les mieux dotées économiquement parmi les classes populaires. Donc, ce n'est pas les mieux dotées de toute la société, mais c'est les plus riches dans les classes populaires. Donc, si vous êtes très peu diplômé, mais qu'en même temps vous êtes assez bien, vous vous en sortez assez bien économiquement, là vous avez de bonnes chances de voter Rassemblement national. Et ce que montrent aussi les travaux de Yann Lelanne, c'est qu'il y a très peu de transfert en fait entre les gens qui votent pour la gauche et les gens qui votent pour l'extrême droite. En fait, il y a des franges des classes populaires qui votent, donc on peut dire que c'est un vote de contestation, peu importe, mais en tout cas qui votent pour la gauche, et du coup très rarement à l'élection suivante, ils votent pour l'extrême droite. Une fois qu'ils ont commencé à voter pour la gauche, ils s'y tiennent. Et de la même manière, une fois que les franges des classes populaires qui votent, donc les moins diplômés, les mieux dotés économiquement pour l'extrême droite, pareil, ils s'y tiennent. Donc c'est pas vrai l'histoire qu'on aurait des classes populaires fâchées qui votent extrême gauche, extrême droite indifféremment, juste pour exprimer leur mécontentement. En fait, le vote Rassemblement national, il est situé, c'est au sein des classes populaires, et il est assez stable une fois qu'il est installé. Par ailleurs, si on regarde aussi ce qu'il en est idéologiquement, enfin les orientations idéologiques de ces partis des classes populaires qui votent extrême droite, une chose intéressante, c'est que un des éléments sociologiques, là je reprends, ce n'est pas du tout mes résultats, ce sont les résultats de Yann Lelanne toujours, il montre, et c'est assez intéressant, qu'un des facteurs les plus protecteurs du vote extrême droite, une des choses qui vous donne le moins de chances de voter extrême droite un jour de votre vie, c'est d'avoir eu un aïeux qui a été membre de la classe ouvrière et qui a notamment été membre de la CGT ou du Parti communiste français. Si vous avez dans votre famille quelqu'un qui a été membre de la CGT ou du Parti communiste, vous avez beaucoup moins de chances que d'autres de voter extrême droite. C'est le premier facteur de protection. C'est une chance. Tout à fait. La chance, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Et donc, absolument. Donc, non, mais vous pouvez quand même un petit peu parler.
Mais donc ce que montrent ces travaux, c'est qu'en fait, les fractions des classes populaires qui votent extrême droite, elles votent aussi parce qu'il y a une adhésion idéologique au projet de l'extrême droite, et notamment une adhésion à deux choses. D'abord, une hostilité aux immigrés et aux minorités dont on estime qu'ils sont responsables d'un certain nombre de difficultés sociales, notamment du chômage, de la casse des services publics, de l'insécurité. Voilà, principalement. Et de l'autre côté, sur les questions du travail, en fait, les électeurs du Rassemblement national sont très libérales, c'est-à-dire ils ne sont pas tant que ça en demande de services publics ou en demande de... Et ils ont des positionnements qui sont finalement des positionnements de soutien aux intérêts des employeurs, plutôt que des positionnements de gauche classiques sur les services publics, la redistribution, l'augmentation des impôts des plus riches, etc. De droite, quoi. Pardon ? De droite, quoi. Oui, voilà, un peu. Donc finalement, le Rassemblement national, en fait, il augmente son influence en mobilisant les électeurs qui sont les plus proches de lui idéologiquement. Mais du coup, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire d'abord des électeurs qui auraient voté à droite et qui se déplacent vers l'extrême droite. Et c'est en fait comme ça qu'ils progressent, plutôt qu'en allant rallier des électeurs qui seraient des électeurs de gauche, ce qui est un petit peu ce qu'on entend habituellement. Et il montre aussi, d'ailleurs, c'est intéressant, que dans les anciens quartiers, villes, excusez-moi, du Nord, pas des quartiers, dans les anciennes villes du Nord de gauche qui sont passées extrême droite, on a souvent l'impression que du coup, ce sont les mêmes populations qui votaient avant à gauche qui se sont mis à voter extrême droite. Et ce que montrent les travaux de Yann Leland, c'est qu'en fait, c'est une impression en trompe-l'œil parce que ce sont plutôt les nouveaux arrivants dans ces villes qui ont commencé à voter extrême droite. Donc en fait, ce ne sont pas les mêmes électeurs qu'à l'époque où la ville était à gauche qui se sont mis à voter extrême droite. Ce sont des nouveaux arrivants dans la ville qui votent extrême droite. Et donc ceux qui étaient déjà dans la ville précédemment, du coup, n'ont pas changé finalement de vote. Donc c'est quand même intéressant parce que ça montre qu'il y a une adhésion idéologique à ce qu'il appelle, lui, une ligne libérale xénophobe. Donc libérale sur le terrain économique et xénophobe sur le terrain social et politique. Alors, ce sont des travaux que je trouve très intéressants, évidemment, mais je trouve qu'ils ont un tout petit peu, malgré tout, donc ils sont intéressants notamment parce qu'ils déconstruisent un certain nombre d'idées fausses qu'on a sur le vote d'extrême droite et sur les raisons pour lesquelles les gens votent extrême droite, mais pour moi, il laisse un angle mort, qui est l'angle mort que j'ai essayé de combler, du coup, qui est qu'il ne s'intéresse qu'aux classes populaires et du coup, il donne un petit peu l'impression, juste en ne traitant pas l'autre point, que de leur côté, les catégories sociales les plus diplômées, les plus riches et culturellement les plus dotées, voteraient, elles, auraient des orientations politiques progressistes, non racistes, féministes, non validistes, etc. Et donc ça laisse dans l'ombre le fait qu'il y a aussi une extrême droitisation par en haut et une extrême droitisation des catégories sociales les plus pourvues en capitaux économiques, sociaux et culturel. Donc c'est ça que je voudrais dire. Ça a été un tout petit peu traité par un sociologue qui s'appelle Vincent Tibéri, qui a écrit un livre qui s'appelle La droitisation française, mythe et réalité. Je pense que comme tout le monde, vous manquez de temps pour lire, a fortiori de gros ouvrages de sciences sociales, mais l'Institut La Boétie a réalisé une vidéo sur ce livre que vous pouvez regarder. On l'a invité, donc c'est un petit débat, ça dure 1 heure, c'est quand même un peu long, mais ça résume assez bien, ça vous permet de savoir un tout petit peu de quoi parle Vincent Tibéri. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il montre qu'il y a une droitisation par en haut, une extrême droitisation en fait, par en haut de l'espace social, mais, petite critique qu'on peut lui faire, il s'intéresse surtout aux espaces médiatiques et intellectuels. Et il montre que dans les espaces médiatiques et intellectuels, il y a de plus en plus de personnalités d'extrême droite, des gens que vous devez connaître, comme Eugénie Bastier, Pascal Praud, bon là c'est sûr que vous le connaissez, Cyril Hanouna, c'est sûr que vous le connaissez aussi, Thaïs Descuffon peut-être moins, mais bon, si, bon bah voilà. La liste est longue. Oui, la liste est très longue. Du coup, je vais m'arrêter à Thaïs. Voilà. Donc, une longue liste de personnalités médiatiques et intellectuelles, je mets des guillemets, qui se font le relais d'orientation d'extrême droite. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce livre, évidemment. Je trouve que c'est très intéressant et qu'en plus, Vincent Tibéri a le grand avantage de regarder ce qui se passe en haut et de ne pas laisser penser qu'il n'y ait que les classes populaires qui défendent parfois, pour certaines catégories d'entre elles, des idées racistes, sexistes, validistes, etc. Mais qu'on a aussi des racistes, des sexistes et des validistes en haut. Mais ce qu'il laisse de côté, et c'est ce que je trouve dommage, c'est l'espace patronal, puisqu'il s'intéresse principalement à l'espace médiatique et intellectuel et il ne traite pas de la question des patrons. Donc, c'est ce dont je vais vous parler pendant une petite quinzaine de minutes maintenant.
Alors, ça ne vous a pas échappé que depuis une dizaine d'années, en France, l'extrême droite est soutenue publiquement par un certain nombre de patrons de plutôt grandes entreprises. Le plus connu d'entre eux, c'est Vincent Bolloré, qui dirige le groupe Vivendi, dirige le groupe Canal+. Canal+, c'est C8, Canal+, donc la chaîne, CNews, C-Star, c'est aussi l'éditeur Editis, les radios Europe 1, RFM, les magazines Télé Loisirs, Géo, Gala, Voici, Femme Actuelle, Capital et le Journal du Dimanche. Donc ça fait quand même un petit peu d'impact en termes de médias. Jusqu'en 2000, c'était un néolibéral classique, qui défendait des orientations néolibérales classiques, c'est-à-dire... bon, alors c'est un petit peu plus compliqué maintenant la situation d'Emmanuel Macron, mais c'est-à-dire une orientation type celle d'Emmanuel Macron, ou voilà, des partis de gouvernement qu'on avait l'habitude de voir au gouvernement, avec des lignes économiques très proches les unes des autres, en fait. Donc jusque dans les années 2000, c'était ça, globalement, son orientation politique. Et depuis les années 2000, il s'est lancé dans la défense de l'Occident chrétien et dans un combat civilisationnel en soutenant d'abord la candidature de Zemmour en 2022. Et puis là, depuis 2 ans, je pense, en défendant la candidature de Marine Le Pen, avec donc son idéal, ce qu'il dit être son idéal, c'est Giorgia Meloni, comme type d'extrême droite dans le monde, puisqu'elle est à la fois très conservatrice sur les questions sociales et politiques, et elle est très pro-business sur les questions économiques. Mais il n'est pas le seul. Je le cite en premier parce que vous le connaissez, mais il y en a d'autres que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont quand même importants. Pierre-Édouard Stérin, qui dirige un fonds d'investissement qui gère 1,2 milliard d'euros. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a essayé de racheter le magazine Marianne. Ça n'a pas marché, mais quand même. Vous le connaissez aussi peut-être parce qu'il parle souvent de sa famille nombreuse et de sa femme qui a arrêté de travailler pour faire l'école à la maison. Il est anti-avortement, il prend souvent des positions publiques à ce sujet. Il a lancé le projet Périclès qui vise à faciliter économiquement l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Et puis il a monté un projet moins connu qui s'appelle Politicae, qui est une espèce d'institut, d'organisation, je ne sais pas exactement quelle est sa forme juridique, qui en tout cas est un espace de formation pour tous les maires sans étiquette qui souhaiteraient gagner des mairies aux prochaines élections municipales. Donc les maires sans étiquette, c'est souvent en fait des maires d'extrême. C'est pas toujours le cas, mais ceux qui intéressent Politicae, c'est les maires sans étiquette qui sont en fait du coup des maires d'extrême droite. Donc d'autres personnes comme Alexis Rostand. Alexis Rostand, c'est un enseignant à Paris-Dauphine qui dirige une société de gestion d'actifs et il dirige un think tank qui s'appelle Ora et Labora. Et donc pour ceux qui ne parlent pas latin, ça veut dire prière et travail, du nom de la devise des bénédictins. D'autres personnes aussi, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais bon, Jean-Claude Ruffa, beaucoup de think tank qui est au Conseil national de reconquête, Charles Beigbeder, qui est donc le frère du Beigbeder que vous connaissez, qui dirige la société financière Audacia et qui est un tout petit peu connu aussi parce qu'il a fait partie des gens qui ont aidé Marion Maréchal Le Pen à trouver des fonds pour ouvrir son école, son institut de sciences sociales, économiques et politiques, c'est pas dans le bon ordre, mais vous voyez, qui est à Lyon. Et donc il a participé, il fait partie des patrons, enfin des dirigeants d'entreprises qui ont beaucoup participé ces 10 dernières années à créer des rapprochements entre l'extrême droite et le patronat. Il avait notamment monté une structure autour d'Éric Zemmour qui visait à faire se rencontrer des patrons patriotes et des militants patriotes du coup aussi, enfin avec des guillemets pour peu qu'on pense que ce soit ça être patriote. Voilà, donc il fait partie des gens qui sont très actifs dans le rapprochement de cette orientation politique et du patronat, et puis des gens comme Charles Gave. Donc je ne sais pas s'il y a des gens de très jeunes dans cette salle. Je suis très myope, donc je ne vois pas. Mais... Il y en a un peu. Mais Charles Gave, c'est un homme plutôt âgé qui dirige une société de conseil financier, qui dirige toutes sortes de think tanks d'extrême droite aussi, mais qui s'est surtout lancé dans la création de vidéos courtes. Et donc, il fait des shorts, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, des petites vidéos sur TikTok, YouTube, etc. Et donc, il a toute une nouvelle audience de jeunes auprès desquels il fait des petites blagues, etc. Voilà. Donc, si vous avez envie d'entendre un petit peu de dirigeants d'entreprise d'extrême droite, il fait des formats très courts. Donc, si on regarde qui sont ces patrons, en tout cas, on voit bien que ce ne sont pas des petits patrons et qu'on a souvent dit, je ne sais pas si vous avez entendu ça dans vos cours d'histoire, mais on a souvent dit que l'extrême droite était principalement, historiquement soutenue par des petits patrons,
par des petits artisans, des dirigeants de petites entreprises, et que c'était ça un peu la base sociale de l'extrême droite. Ce n'est plus le cas. Enfin, c'est certainement peut-être encore le cas, mais ce n'est plus seulement le cas en tout cas, puisqu'on voit bien que maintenant, il y a un patronat qui n'est pas du tout petit, qui prend position publiquement pour l'extrême droite. Il faut avoir conscience qu'en France, c'est assez récent, parce qu'il y a une histoire évidemment des liens entre l'extrême droite et le patronat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je parle un petit peu vite, mais c'est parce que je voudrais aller au bout et que c'est à cause de l'horaire, donc je suis désolée de parler si vite. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, le patronat français a collaboré avec le nazisme. Pour une part, ils ont collaboré de manière contrainte. Pour une part, ils ont collaboré de manière pas du tout contrainte. Et donc, il y a une histoire de la collaboration patronale avec le nazisme, évidemment. Et il y a une histoire de l'enrichissement d'une part du patronat français à l'occasion de l'occupation de la France par l'Allemagne. Mais, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un enjeu pour la France en général et pour le patronat français en particulier, puisque c'est ça qui nous occupe cet après-midi. Il y a eu un enjeu d'apparaître comme du côté des vainqueurs et de gommer un peu la mémoire de cette collaboration. Donc dans les années qui ont suivi, dans les années 50, 60, 70, 80, 90 et jusqu'aux années 2000 en fait, les patrons des grandes entreprises, pour certains d'entre eux, continuaient d'avoir des proximités avec l'extrême droite, des proximités amicales, des proximités idéologiques, mais en tout cas ne les affichaient pas publiquement. Et on a plutôt eu, les associations professionnelles par exemple comme le MEDEF, avaient plutôt des prises de position assez critiques de l'extrême droite. Voilà. Et globalement, il n'y avait pas de prise de position publique. Il y a des exceptions, mais collectivement, le patronat français prenait plutôt une position d'opposition à l'extrême droite, en disant qu'ils n'étaient pas crédibles politiquement, qu'ils étaient en dehors de l'arc démocratique, ce genre de choses. La situation change depuis 2010. Je fais une petite incise. Je ne sais pas exactement si ça vous intéresse, parce que je ne sais pas exactement quels sont vos intérêts, déjà, qui est là et tout. Mais juste, c'est la même situation. Je fais un petit point sur Donald Trump, parce que quand même, du coup, il vient d'être élu, c'est la première puissance mondiale, donc c'est quand même important. C'est exactement la même situation du côté de Donald Trump. Donald Trump, il a été soutenu par... Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en France, ce n'est pas tout le patronat qui soutient l'extrême droite, c'est principalement deux secteurs, le secteur de la finance alternative et le secteur de la tech. Voilà. Donc c'est comme pour les classes populaires, c'est jamais toute une classe qui soutient une orientation politique, c'est des sous-fractions de la classe. Donc là, en l'occurrence, c'est des sous-fractions patronales, enfin des morceaux du patronat qui soutiennent l'extrême droite. C'est la même situation aux États-Unis. En 2016, Donald Trump il a été soutenu par un certain nombre de patrons issus de la finance alternative, issus du secteur de l'immobilier, et pas beaucoup issus de la tech, puisque à l'époque, il y avait seulement Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui le soutenait. Et le grand changement, c'est qu'il a été élu. Le grand changement, c'est que là, il a donc été réélu, ça ne vous a pas échappé, avec le soutien des mêmes secteurs patronaux, donc la finance alternative toujours, l'immobilier toujours, les énergies carbonées toujours, mais le nouveau secteur qui est complètement, en très grande majorité, passé du camp démocrate au camp républicain, c'est le secteur de la tech, qui, encore une fois, jusque-là était plutôt démocrate, à l'exception de Peter Thiel, et qui là est presque complètement devenu républicain. Par exemple, Jeff Bezos, donc, qui est le PDG d'Amazon, peut-être que vous savez déjà tout ça, hein, mais Jeff Bezos, qui est le PDG d'Amazon, il s'est par exemple opposé, il a racheté le Washington Post, qui est un journal qui prenait plutôt position pour les démocrates, et il s'est opposé au moment là de la dernière campagne de Donald Trump, parce que le Washington Post prenne position pour les démocrates. Un autre milliardaire de la tech californienne qui s'appelle Patrick Soon-Shiong, lui, il a racheté le Los Angeles Times, et c'est pareil, il a censuré un édito anti-Trump qui devait paraître en novembre, donc juste avant les élections. Donc c'est un petit peu la nouveauté, c'est un peu le même genre de situation que ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'il y avait sauf qu'ils sont un petit peu plus avancés dans le processus, il y avait des petits bouts du monde patronal qui soutenaient sa candidature, et puis ça s'est élargi, et donc évidemment ça donne plus de soutien médiatique, plus d'audience à ses idées, et voilà. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Donc pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup une part du patronat se tourne vers l'extrême droite, alors que en France par exemple, pourquoi une part du patronat se tourne vers l'extrême droite ? Alors la tentation qu'on pourrait avoir,
l'explication qu'on pourrait souhaiter mettre en avant, là, ce serait de se dire qu'on va essayer d'expliquer ça par les convictions personnelles de ces personnes. C'est-à-dire, on va se dire, par exemple, Bolloré met énormément en avant ses convictions chrétiennes et sa conception... ce qui est d'ailleurs, attention, parce qu'il y a beaucoup d'autres... il y a beaucoup d'autres manières d'être chrétien que la manière de Bolloré. Donc, en l'occurrence, c'est une forme... je ne sais pas comment le qualifier. Extrême ou très conservatrice, en tout cas c'est une des façons possibles d'être chrétienne, mais qui n'est pas la seule. Donc on pourrait se dire que c'est cette forme de christianisme qui le pousse à agir comme il agit. Peut-être. Je suis pas je suis pas très bonne moi-même en analyse des différentes sous-variations du christianisme. Du coup, je vais pas dire de termes, mais c'est juste pour signaler qu'on peut il y a aussi des chrétiens de gauche. Enfin, voilà, c'est pas le christianisme en soi, c'est pas la religion elle-même qui est en question. Mais disons que sa manière à lui, en tout cas, de s'engager religieusement, en tout cas, c'est ce qu'il met en avant comme justification pour être extrêmement conservateur sur le terrain social et politique. Pierre-Édouard Sterrin, c'est la même chose. Il met en avant des convictions chrétiennes pour justifier des positions anti-féministes, principalement anti-personnes transgenres, ce genre de choses. Alors on pourrait donc, et c'est la même chose pour Elon Musk qui met en avant aussi tout, donc on pourrait essayer d'expliquer les positionnements de ces patrons par leurs convictions personnelles. Mais je pense que c'est insuffisant parce que quand une part significative du patronat se tourne d'un modèle de néolibéralisme vers un autre, l'extrême droite, dans plusieurs pays en même temps, à peu près dans les mêmes années, on peut se dire qu'il doit y avoir des explications économiques, en fait. Et pas que des explications en termes d'individus. Alors, les explications économiques, je vais les dire en essayant que ce soit le moins technique possible et le plus court possible. En gros, pour le dire rapidement, je pense qu'on peut considérer qu'il y a eu deux moments récents là, dans le capitalisme. Un moment néolibéral qui va des années 70 aux années 2000 et un moment que je fais le choix d'appeler libertarien autoritaire, donc libertarien sur le plan économique, c'est-à-dire pas de réglementation, pas de régulation, mais autoritaire sur le plan social et politique, c'est-à-dire que c'est autoritaire sur le plan social et politique comme son nom l'indique, qui aurait démarré dans les années 2000, ou en tout cas qui monte dans les années 2000, un modèle concurrent du modèle néolibéral. Le modèle néolibéral, comment ça marchait ? Ça marchait avec... je ne vais peut-être pas partir dans mes histoires de finances, mais le modèle néolibéral, ça marchait avec des grandes institutions financières, d'un côté, des grandes entreprises privatisées de l'autre. C'est la grande période, le moment néolibéral, c'est la grande période Thatcher, Reagan, la gauche chez nous à partir de 83, qui ont privatisé plein d'entreprises. Donc dans plusieurs pays simultanément, on s'est retrouvé avec plein d'entreprises privatisées, des grandes entreprises privatisées d'un côté, de l'autre côté des grosses institutions financières, principalement des banques, des assurances et des fonds de pension privés elles aussi, qui avaient donc plein d'argent à investir, des entreprises privées qui du coup étaient privées, donc qui pouvaient être rachetées puisqu'elles n'appartenaient plus à l'État. Et tout ce petit monde s'est rencontré sur des marchés boursiers, sur des marchés financiers à la bourse. Et donc à la bourse, il y avait d'un côté ces institutions financières, de l'autre côté ces entreprises qui étaient cotées en bourse, donc, et puis ils opéraient des transactions au sein des marchés cotés. Ça, c'était encadré par des gouvernements néolibéraux qui encourageaient le développement de la bourse, qui encourageaient les privatisations d'entreprises, qui encourageaient la privatisation de ces acteurs financiers, et avec un petit peu de régulation quand même, puisqu'à la bourse, on a beau se dire que la bourse c'est un peu le synonyme d'un capitalisme débridé, etc., mais pas tant que ça, enfin pas tant que ça. Parce qu'en fait, quand vous cotez quelque chose en bourse, quand vous cotez une entreprise en bourse, vous êtes quand même obligé de donner beaucoup d'informations sur l'entreprise que vous cotez, vous êtes obligé de faire des reporting, je trouve pas de mot qui soit moins nul. Bon, de l'information sur, vous êtes obligé de rendre public l'évaluation de votre entreprise, ses résultats, vous êtes obligé de vous justifier si tout à coup vous vendez des morceaux de votre entreprise, etc. Donc en fait, vous opérez une gestion qui est publique. Donc vous êtes quand même, enfin public évidemment, la plupart d'entre nous ne regardons pas régulièrement ce qui se passe à la bourse. Mais disons que pour tous les acteurs qui sont autour de la bourse, ce que vous faites à la bourse, à partir du moment où vous êtes coté, vous êtes obligé de donner un certain nombre d'informations très régulières sur ce que vous faites. Donc dans le moment néolibéral, vous aviez donc ces financiers, ces entreprises, la bourse, un peu de régulation, et puis au-dessus, des institutions régionales et internationales. Régionales, ça ne veut pas dire de région, ça veut dire plusieurs pays, mais pas le monde entier.
et international, c'est-à-dire le monde entier, enfin, en fait c'est pas non plus le monde entier, mais bon, un bout du monde entier, qui encourageait ça, donc principalement l'Union européenne, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, qui poussait au néolibéralisme, qui poussait à privatiser le plus de choses possible, voilà. Donc ça, c'est le moment néolibéral. Et du point de vue des gouvernements et des populations, qu'est-ce que ça donnait ? Ça donnait ce que je pense qu'on peut appeler le pacte néolibéral. Donc moi, je suis née dans les années 80, et donc j'ai complètement grandi dans ce pacte néolibéral, c'est-à-dire un pacte où en fait les gouvernements disaient à leur population vous allez avoir moins de services publics qu'à la période précédente, que dans les années 60-70. L'État ne sera plus un État-providence. Vous aurez moins d'augmentation de salaire, ce sera plus difficile, vous serez moins protégés, il y aura moins de redistribution, il y aura plus de licenciements, on va donner plus de droits au capital et moins de droits au travail. Donc ça, c'est le néolibéralisme. Et donc il y aura aussi plus d'inégalités et on fera moins d'efforts pour les corriger. Mais, en échange de quoi ? Nous garantissons vos libertés civiles et civiques, c'est-à-dire vous pourrez vous exprimer à peu près librement, vous pourrez vous déplacer, je parle pour les pays dits du Nord, parce que pour les autres, pour se déplacer, c'est plus compliqué, mais pour les pays dits du Nord, vous pourrez vous déplacer avec des passeports à peu près qui fonctionnent, et puis on ira plutôt dans le sens de vous donner de plus en plus de liberté sur le terrain des mœurs. Donc on va dépénaliser l'homosexualité, on va être plutôt en faveur d'un certain nombre de droits des femmes, etc. Donc c'était un peu ça le deal. Voilà. Enfin, on n'a pas tellement eu le choix, faut dire. Mais bon, disons que c'était quand même ça, c'était ça qui était proposé. Et pour justifier les inégalités, donc il y avait une petite couche de justification en plus qui était il y aura des inégalités, mais vous aurez vos libertés civiles et civiques. Et de l'autre côté, ces inégalités permettront quand même aux plus méritants de réussir. Donc il y aura de la méritocratie et il y aura de la promotion sociale. Donc si vraiment vous le voulez, donc si vous le voulez pas, on fera pas grand chose pour vous aider. Mais si vraiment vous le voulez, les plus méritants d'entre vous, par le système de l'école, etc., vous pourrez quand même réussir et devenir changer de classe sociale en fait. Donc ça c'était un peu je sais plus du tout où j'en suis. C'était un peu le projet. Bon, je suis perdue. Oui, non, je ne suis pas perdue dans mon raisonnement, je suis perdue dans mes feuilles, mais bon, du coup, c'est pas grave. Donc ça, c'était jusque dans les années 2000. Et puis, depuis les années 90-2000, il y a une autre proposition politique, si je puis dire, un autre moment du capitalisme qui émerge. Alors, d'abord parce qu'il y a des nouveaux acteurs financiers qui émergent, qui sont d'autres sortes de financiers, et que ces autres sortes de financiers, ce qu'ils souhaitent, ce n'est plus aller en bourse et racheter des entreprises qui sont elles-mêmes en bourse. Ce qu'ils souhaitent, c'est financiariser des choses, c'est-à-dire acheter, vendre et faire de l'argent avec des choses qui, dans la société, échappaient jusqu'ici à la financiarisation. Par exemple, les petites et moyennes entreprises qui n'intéressaient pas grand monde à l'époque néolibérale, enfin, dans le moment néolibéral. Ces petites et moyennes entreprises, maintenant, elles peuvent être rachetées par des acteurs financiers. Les EHPAD, la santé, un certain nombre d'infrastructures de santé qui, pareil, étaient un peu laissées de côté dans le moment néolibéral, là qui commencent à intéresser aussi les financiers. La nature, l'eau, les forêts, des actifs naturels, en fait, qui aussi là n'intéressaient pas grand monde et qui commencent à intéresser des financiers. L'immobilier, qui, pareil, n'intéressait pas énormément les financiers, bon, à part le GAN avec les immeubles à Paris, donc l'immobilier de bureau, par exemple, qui est un truc qui échappait complètement, qui là maintenant commence aussi à intéresser les financiers. Donc apparaissent de nouveaux acteurs qui ont pour projet de faire de l'argent, de faire des transactions avec des parties, de transformer en actifs financiers des choses qui jusque-là étaient un petit peu laissées de côté. Et pour faire ça, ils ne souhaitent pas du tout le faire en bourse, ils souhaitent le faire de gré à gré. De gré à gré, ça veut dire pas en bourse en fait. Et donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des opérations de gré à gré et pas en bourse ? Je tourne, même si ça n'a plus de sens avec ce que je dis. Donc, parce que ça permet de ne pas donner d'informations. Quand vous achetez quelque chose de gré à gré, en anglais, on dit sous le comptoir. Ça veut dire que vous vous arrangez avec la personne à qui vous achetez, et puis vous fixez le prix que vous voulez fixer. Et donc, la transaction, elle est contractuelle. Elle a lieu entre lui et elle, enfin, peu importe la personne et vous. Et puis, c'est tout. Personne n'a droit de regard sur le contrat que vous signez avec cette personne. Donc, ces nouveaux acteurs, en fait, leur projet de société, c'est un projet contractuel dans lequel ils peuvent racheter et faire des affaires avec qui ils veulent dans le monde et avec qui ils veulent en France, sans être
régulé par la bourse, qui vous oblige à rendre tout public, sans être régulé par les institutions régionales et internationales, qui vous obligeaient par exemple à ne pas travailler avec des pays auxquels on a mis des sanctions pour des raisons diplomatiques. Donc ils veulent pouvoir contractualiser, donc faire des affaires avec qui ils souhaitent dans le monde sans avoir de compte à rendre à l'autorité de régulation des marchés et sans avoir non plus de compte à rendre aux institutions régionales et internationales. Donc ça fait un complètement autre projet que le projet néolibéral, parce que les néolibérales, ils étaient très pro-Union européenne, très pro-FMI, etc. Ce qui n'est plus le cas de ces libertariens autoritaires. Donc, moi, il faut que je finisse en 5 minutes. Donc, en fait, ça... Pardon ? Libertariens autoritaires. Donc, je dis qu'on peut les appeler libertariens autoritaires parce que qu'est-ce qu'ils veulent sur le plan économique ? Sur le plan économique, ce qu'ils veulent, c'est le moins de régulation, donc pas de régulation régionale, sur le terrain économique, ils sont libertariens, c'est-à-dire ils veulent pas de régulation régionale, pas de régulation internationale, le droit de contracter avec qui ils veulent, le droit de transformer en actif n'importe quoi, donc ils veulent pas de limite sur ce qu'on peut transformer en actif. Javier Milei, par exemple, à un moment donné, il défendait la vente d'organes, il défendait vraiment l'idée qu'il ne doit pas y avoir de limite à ce qui peut être transformé en un actif. Ce qu'ils veulent sur le terrain économique, c'est aussi un État qui soit le plus faible possible, et y compris, ils sont même prêts à privatiser les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire pas seulement les services publics, mais y compris ces fonctions régaliennes, c'est-à-dire y compris un bout de l'armée, y compris un bout de la police. Donc c'est cette fameuse métaphore là qui se repasse tous les uns les autres. Javier Milei, il a fait campagne avec sa tronçonneuse, je ne sais pas si vous avez vu, il disait qu'il allait tronçonner l'État, etc. Ensuite, c'est arrivé à Elon Musk qui était avec sa hache, qui voulait hacher l'administration, et Valérie Pécresse qui s'est mis à dire que, j'ai plus la citation exacte sous les yeux, mais donc peut-être que les mots ne sont pas exacts, mais on n'est vraiment pas loin, qui disait, je pense qu'elle disait, une hache anti-bureaucratique, j'en rêvais, Elon Musk l'a fait. Donc tout le monde pardon ? Si, c'est ça, voilà, oui. J'ai un petit... voilà, donc voilà, ce qu'ils souhaitent, c'est la réduction la plus grande possible donc de l'intervention de l'État. Et ils souhaitent même que l'État n'ait plus de régulation économique. Bon, je passe ce point. Donc ça crée une coalition patronale qui a des intérêts un peu différents, mais en même temps, sur le terrain social et politique, contrairement aux néolibéraux, ils sont favorables à beaucoup plus d'autoritarisme et beaucoup plus de contraintes. En fait, leur idée, c'est que la conception libertarienne de la liberté, c'est que la première des libertés, c'est la liberté, c'est la propriété de soi et de ses biens. Et leur idée, c'est que si cette liberté de soi et de ses biens doit rentrer en contradiction avec d'autres libertés, comme la liberté de s'exprimer, par exemple, et bien dans ce cas, c'est toujours la première liberté qui doit l'emporter, puisque la plus importante des libertés, c'est encore une fois la liberté de s'enrichir. C'est ce qui fait dire à Peter Thiel, le fondateur de PayPal, hein, donc très proche d'Elon Musk, Elon Musk, dont je rappelle que l'extrême droite a salué l'élection en France, dont Steve Bannon, le conseiller, était présent lors de la création de la transformation du Front National en Rassemblement National à Paris, qui s'est fait applaudir, etc. Bon, voilà. Ah non, j'ai cru que c'était pour que je lise un message. Pardon. Je sais plus où j'en étais. Oui. Il s'est fait applaudir à Paris. Oui, non, mais c'était pas ça. Ah oui, ils sont très... Oui, voilà, exactement. Et ils sont donc... si cette liberté doit entrer en contradiction, je sais plus, j'ai perdu mon fil. Peu importe, c'est une conception non conséquentialiste, en tout cas de... Oui, ce qui faisait dire à Peter Thiel, ça y est, j'y suis. Ce qui a fait dire à Peter Thiel, donc le fait d'être autoritaire sur le plan social et politique, ça lui a fait dire que, en 2009, je ne pense plus que le capitalisme soit compatible avec la démocratie. Et donc, il prend des positions complètement antidémocratiques. Son idée, c'est que, là encore, la liberté démocratique, si elle entre en contradiction avec la liberté de propriété, dans ce cas, il faut choisir la liberté de propriété. Et lui, ce qu'il pense, c'est que depuis... dans la suite de son discours, depuis que le droit de vote a été donné aux femmes et aux bénéficiaires des aides sociales, dans le contexte américain, les bénéficiaires des aides sociales, ce qu'ils visent, ce sont en fait les personnes racisées, et plus particulièrement les personnes qui ont la peau noire. Donc en gros, son idée, c'est que depuis qu'on a donné le droit de vote aux femmes et aux bénéficiaires des allocations sociales, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, le bazar et tout ce qu'on veut.
Donc les gens votent n'importe quoi, et donc au résultat des courses, ça met en question, ça met en cause la propriété privée et la propriété d'accumuler, et donc il vaut mieux se passer de la démocratie. Alors, est-ce qu'en France, la situation est la même ? Je pense que contrairement à ce qui a pu... Alors, je pense qu'il y a une évolution du coup du Rassemblement national en France qui, à un moment donné, a défendu une ligne, c'était certes de la communication, mais de la communication qui effrayait un petit peu le patronat français, a défendu une ligne qu'on pourrait qualifier, je mets des guillemets, de social-souverainiste, c'est-à-dire une ligne un petit peu protectrice des classes populaires. Encore une fois, il y avait un double discours. Je ne dis pas qu'ils auraient eu, s'ils avaient gagné les élections à ce moment-là, un programme social, loin de là, mais en tout cas, c'était un petit peu leur ligne publique. Et durant cette période politique-là, le Rassemblement national, qui est en fait jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, la jonction entre le Rassemblement national et les fractions patronales de la société ne se faisait pas. C'est-à-dire que globalement, les organisations patronales considéraient que le Rassemblement national n'était pas un partenaire gouvernemental fiable. Depuis la parenthèse, depuis le moment Zemmour et puis ensuite l'internalisation des idées de Zemmour, d'une partie des idées de Zemmour au Rassemblement national, la ligne du Rassemblement national s'est un peu libertarianisée, c'est pas très joli, mais en tout cas c'est rapproché d'une ligne libertarienne qui est celle du succès dans les pays anglo-saxons. Et du coup, cette petite inflexion de la ligne, enfin cette grosse inflexion de leur ligne, notamment économique, leur permet de se rapprocher et facilite le rapprochement avec une part du patronat français. Et quand on regarde d'ailleurs leur prise de position économique, alors c'est très compliqué de savoir ce que va défendre économiquement c'est très difficile d'identifier la ligne économique du Front National parce que c'est jamais la même chose. C'est-à-dire que ce qu'ils disent dans leur programme économique, il y a leur programme économique déjà, mais il y a aussi leur livret économique qui s'adresse aux entreprises et après il y a aussi leur prise de position parlementaire, notamment à l'Assemblée nationale. Et là aussi, ils ne prennent pas les mêmes positions dans toutes les commissions. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas de cohérence entre les différents supports où est présenté leur programme économique. Donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Néanmoins, ils ont pris des positions très favorables, par exemple, aux financiers qui veulent financiariser l'immobilier. Ils ont proposé l'élargissement du pacte Dutreil, ça ne va pas non plus trop vous parler, mais là aussi c'est une mesure qui est favorable à la finance alternative. Et ils ont proposé aussi la création d'un grand fonds souverain de 500 milliards d'euros, alors que la BPI aujourd'hui n'en gère que 43, de 500 milliards, c'est ça, alors que la BPI aujourd'hui n'en gère que 43 milliards. Là c'est aussi une mesure qui est très favorable à la finance alternative. Donc voilà, pour conclure, du coup, ils se rapprochent. Il y a ce rapprochement qui existe et évidemment, du coup, ça augmente leur possibilité de diffuser un certain nombre d'idées dans les médias, dans la société. Et voilà, je m'arrête là parce que... Je m'arrête là.